spéciales greffes, etc. Et pour ces deux derniers points, l'importance de la coopération IPA-cadre, elle est cruciale. Une IPA exprime que la cadre a une meilleure connaissance du fonctionnement de l'organisation et que l'IPA, elle, a une meilleure connaissance des patients et une proximité différente avec l'équipe infirmière, l'équipe soignante. Une cadre abonde dans le même sens et écrit « Nous avons chacune une expertise et un regard différent. Nous travaillons en collaboration permanente et nous avons bien deux rôles distincts. Une IPA en formation précise, nous travaillons ensemble, mais c'est deux métiers différents. Donc, le regard de chacun permet d'améliorer les pratiques et la prise en charge des patients. » Donc, en conclusion, les résultats de cette enquête, dans le secteur dialyse principalement, montrent que le positionnement et le rôle de ce nouveau métier IPA est dans l'ensemble beaucoup mieux défini et clair pour ces dernières que pour les cadres, finalement. Notons toutefois que les réponses de notre collège cadre et IPA ou IPA en formation soulignent bien l'importance de définir, clarifier et communiquer les rôles de chacun justement pour une articulation juste au bénéfice de la meilleure prise en charge du patient. Les compétences de management de l'équipe appartiennent au cadre infirmier alors que l'IPA intervient dans un travail collaboratif entre infirmières et médecins auprès directement du patient. Et je dirais qu'effectivement, le cadre est caractérisé par son leadership managérial et l'IPA se caractérisait par un leadership clinique de terrain. Et ensemble, ils contribuent continuellement à construire et améliorer les organisations de soins, donnent l'opportunité de nouveaux projets et conjointement, ils favorisent la qualité de la prise en charge de nos patients. Voilà, merci de votre attention. Pour cette très belle présentation, même si effectivement, pour l'instant, c'est un petit peu limité comme nombre de réponses, mais c'est logique. D'autant plus que vous avez certainement surtout eu affaire à des cadres santélistes et non pas à des cadres hospitaliers. Donc là aussi, je pense qu'il y a une petite différence dans les réponses. J'ai quelques répondants de cadres hospitaliers parmi les 20 répondants, oui, et des IPA hospitaliers, mais effectivement, c'est pour ça que j'ai parlé d'enquête modeste, tout simplement parce que je ne pouvais m'adresser à ce niveau de réflexion que dans un périmètre restreint aux collaborateurs avec qui on travaille. Non, mais elle a le mérite d'exister et c'est le mérite d'avoir déjà envisagé cette collaboration, parce que je pense que de toute façon, on va être amené à le faire de plus en plus. Et il est important de définir, j'ai bien votre conclusion, donc avec les compétences managériales d'un côté, les compétences cliniques de l'autre, et je pense qu'il n'y a absolument aucune raison que l'une et l'autre se marchent sur les pieds, parce que chacun a ses domaines de compétences qui n'ont pas à être mélangés. Voilà, chacun son rôle, mais par contre en parfaite collaboration, puisque on sait très bien comment ça fonctionne dans les centres de dialyse. Il faut que tout le monde collabore, que ce soit l'infirmière de dialyse, que ce soit l'IPA, que ce soit la CAC, que ce soit le médecin. Donc de toute façon, il faut arriver à trouver une façon de travailler ensemble, et ça je pense que c'est le plus important. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? Oui. J'ai trouvé tout à fait pertinente et d'actualité. Il s'avère que je suis responsable de la formation des infirmières de pratique avancée au niveau de l'Université de Lille. Et cette problématique, nous y avons été confrontés lors du retour des IPA dans les services. Et cette problématique de positionnement de cette infirmière qui arrive avec un nouveau métier, la cadre, mais aussi vis-à-vis de ses collègues infirmières, vous l'avez évoqué, mais parfois aussi vis-à-vis des médecins, a parfois créé des situations, à tel point que j'avais proposé au CHU de Lille de mener une réflexion au niveau de la direction des soins pour faire en gros le travail que vous avez fait, c'est-à-dire comment on positionne une infirmière pratique avancée avec ce nouveau métier au sein d'une équipe qui ne prévoyait pas cette fonction. Et votre analyse est extrêmement pertinente et ce serait bien que vous la reportiez et que vous invitiez au sein de l'ensemble du groupe. Merci Jean-Simon.
Oui, une petite remarque supplémentaire. L'esprit des questions que vous avez posées reflète en fait le flou de la définition des tâches de l'une et de l'autre. Or, en fait, normalement, les textes de 2019 qui ont été publiés au journal officiel prévoient, avant la liste de fonctions, un protocole de collaboration qui doit être rédigé avec les médecins, et il peut y avoir, par exemple, pour une association pour Satellis, un protocole de collaboration avec les cadres. C'est ça qui manque. Et ça, en fait, il faut y réfléchir avant d'envoyer l'IPA sur le terrain pour justement éviter à un moment donné que l'une marche sur les plates-bandes de l'autre. Mais les textes officiels, au départ, prévoient ça, des protocoles de collaboration et de délégation. Oui, exactement. Moi, je suis partie de mon expérience personnelle avec Amélie, notre IPA qui arrive en 2022, avec qui les choses se sont faites naturellement. Donc c'est une expérience très positive, une communication très aisée, mais je me suis rendu compte par les présentations que j'ai entendues au congrès de la FIDTN que ce n'était pas le cas partout et que ça pouvait être justement quelque chose à souligner. Nous sommes allés plus loin, Lille, puisque lors de la commission de sélection des dossiers pour entrer dans la formation, nous regardons s'il s'agit bien d'un projet de service parfaitement bien défini, avec le soutien non seulement de l'institution, mais du chef de service, mais de l'équipe dans le cadre, et que c'est un critère très important pour entrer dans la formation. Donc vous avez tout à fait raison. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce qu'il y a d'autres centres où il y a déjà une IPA en dialyse? Parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, on a quand même privilégié dans un premier temps dans les hôpitaux les IPA en MRC, bien sûr, mais en dialyse, madame? Alors, en néphrologie, donc à l'hôpital Franche-Comté, c'est vrai qu'on a pensé en amont à la nécessité d'avoir une infirmière en pratique avancée, en collaboration avec le néphrologue. Et dès le départ, on a défini un projet, donc un protocole de collaboration, comme disait monsieur, où on a défini chacun nos fonctions. Ce qui nous a permis, à son retour de formation, d'avoir une étroite collaboration, sans qu'elle prenne ma place, sans que je prenne sa place, et en collaboration avec les médecins. On l'a fait en amont. C'est très on a bien. nécessité, donc après on allait avec notre projet à la direction des soins qui a validé le projet, dont l'infirmière en pratique avancée en néphrologie, maladie rénale chronique, dialyse péritonéale, et là on est sur un projet d'infirmière en pratique avancée en hémodialyse. Mais c'est toujours des protocoles de coopération avec les médecins, avec chacun, les fonctions de chacun, les missions de chacun, les tâches. C'est nécessaire, effectivement. Très bien. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a plus d'autres remarques, merci vraiment beaucoup pour cette présentation. Et je vais passer le micro à Jean-Simon Viraud, notre président, qui va vous faire la synthèse de cette journée. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de ne pas vous retenir très longtemps parce que la journée a été dense. Je pense tout d'abord qu'on peut remercier chaleureusement l'association Satellis pour la qualité de l'accueil, la qualité de l'organisation de la réunion, la richesse des intervenants, la multiplicité des sujets qui recouvrent quasiment pratiquement toute la néphrologie. Donc ça, c'est quelque chose de très riche. Et puis également la richesse des échanges qu'on peut avoir les uns avec les autres, apprendre à se connaître d'une antenne à l'autre. Et ça, c'est très important également pour la cohésion d'une association telle que la nôtre. Alors, rapidement, je vais rebalayer très rapidement les intervenants d'aujourd'hui pour que vous puissiez emmener dans votre caisse de vin quelques messages chez vous. On va reprendre avec Madame Rubenstruck qui vous a montré le dynamisme de la commission recherche de Satellis, qui collabore d'ailleurs maintenant avec de très nombreuses structures externes dans des projets de recherche qui sont variés.
J'ai retenu également qu'on pouvait solliciter le pôle Révi au sein de nos antennes quand on a des sujets de recherche, mais pas forcément recherche avec un grand R, mais recherche tout court, faut pas hésiter à les solliciter. Ça peut être de la recherche au niveau soignant, au niveau médical, et donc le pôle Révi se tient prêt, si j'ai bien compris. Voilà. Alors ensuite, on remercie également le docteur Issad qui est descendu de la capitale pour nous parler de la dialyse péritonéale et de l'actualité en dialyse péritonéale. Hein. Alors j'ai retenu qu'à Hong Kong, à la fin des années 70, on avait perdu le Bruce Lee, mais par contre, qu'on avait eu un certain dynamisme dans le développement de la dialyse péritonéale et que sur certains égards, les études faites à Hong Kong pouvaient garantir la qualité de cette méthode de dialyse qui reste tout à fait d'actualité aujourd'hui. Alors le professeur Mamoulid ensuite nous a parlé de la problématique de la greffe rénale chez le sujet obèse. On a vu que ce n'était pas toujours simple d'arbitrer l'habilitation ou non du patient à être greffé, mais que dans tous les cas, il fallait quand même essayer parce que finalement, la survie des patients obèses greffés était meilleure que la survie des patients obèses dialysés. On a fait un peu de science-fiction après avec Jean-Michel Robillou. Hein. On s'imagine sortant d'une salle de cinéma avec un patient greffé qui a reçu un rein ou un cœur de cochon, en espérant qu'il ne pousse pas une queue en tire-bouchon. Mais on a vu plus sérieusement les problèmes que ça pouvait poser en termes de réflexion par la suite pour inactiver les gènes du porc, introduire le gène humain dans le tissu du porc et inactiver également les problèmes de virus qui pourraient être à l'origine, rappelez-vous, des hypothèses qui ont été évoquées au début du Covid. Hein, on pensait qu'en mangeant, je ne sais pas comment s'appelait, la bestiole chinoise au courant. Là, le pangolin, ben voilà. Donc attention un petit peu à ne pas jouer les apprentis sorciers de ce côté-là. Mais néanmoins, si la femme reste l'avenir de l'homme, peut-être que le cochon va devenir l'avenir de l'insuffisant cardiaque ou de l'insuffisant rénal. Alors l'après-midi, on a plus travaillé sur un versant soignant, avec une intervention de l'équipe de Serre et de Madame Barjot en particulier, qui nous ont montré le dynamisme qu'il y avait dans la formation des infirmières, avec un protocole tout à fait séduisant qui permet un petit peu de réduire également la période de tutorat ou de compagnonnage, je ne sais pas comment on appelle ça, des infirmières. Et effectivement, dans la conjoncture actuelle avec les infirmières, les turnovers que vous avez cités, qu'on connaît dans toutes les antennes, c'est quelque chose d'important. Le docteur Sebel nous a parlé de son expérience de début de pose de drain dialyse péritonéale par voie percutanée. Donc on remet à la mode quelque chose qui s'était fait dans le temps. Moi je me rappelle que notre ancien collègue de Bourg-en-Bresse, Jean-Claude Gachan, posait les cathéters de dialyse péritonéale à une époque. Et puis souvent, parce que les néphrologues n'étaient pas en nombre suffisant dans les équipes, eh bien c'est tombé un petit peu, ça a été laissé un petit peu de côté. Donc je suis ravi de voir qu'il y a de nouveau un dynamisme pour relancer cette technique qui est finalement, qui semble présenter également des avantages par rapport à la pose chirurgicale classique. Merci à M. Boyer de nous avoir présenté la technique du buttonol. Alors nous, Madame Macron, on ne la connaît pas, mais j'avoue que votre présentation était très séduisante. Hein, donc on va peut-être y réfléchir chez nous aussi à ça. Et puis j'ai bien apprécié également le témoignage de votre patient. Ça ramène un dynamisme dans la présentation et c'est très bien. Merci enfin à Madame Montel de nous avoir, je ne sais pas où je la vois, je ne vois plus, mais bon, merci Madame Montel de nous avoir exposé un petit peu la mise en route de cette collaboration qui va être nécessaire entre le cadre soignant et l'IPA, en sachant que dans l'association, donc il y a du monde en formation,
Normalement, il doit y avoir un roulement qui doit pérenniser un petit peu cette formation d'IPA. Et voilà, l'idée, c'est un petit peu ce qu'on disait avec le Dr Fontaine, c'est de réfléchir en amont, avant de balancer l'IPA sur le terrain, à ses missions et à essayer de protocoliser un petit peu la collaboration avec les équipes médicales et les équipes soignantes. Voilà, je pense qu'on peut être tous... il y a des petites fiches d'évaluation, je crois, dans vos dossiers. Merci, comme chaque année, d'essayer de les remplir avant de les déposer avant votre départ. Et puis, si le cœur vous en dit, là, on est dans un lieu qui est quand même ultra sympa. Si vous avez envie d'aller visiter les cases et les cartons de phare, ça peut être l'occasion également. Bonne route à tout le monde, merci de votre participation.